Bonjour, bienvenue dans ce bonus avec Isabelle Gilbert. Isabelle, elle nous partage dans ce bonus l'exemple d'un chef étoilé, Virgilio Martinez, si je dis pas de bêtises, oui, Virgilio Martinez, qui en fait à un moment donné a fait le choix d'écouter son cœur pour transformer son entreprise, son business. Et donc elle nous raconte l'histoire, elle nous raconte en fait ce que ça fait en fait de suivre son cœur et pourquoi, comment, à un moment donné, il peut plus faire l'économie et il est obligé de le suivre, en fait. Il peut pas s'empêcher, en fait, de suivre cette voie au fond de lui. Donc voilà, je vous laisse avec ce bonus et puis je vous retrouve dans l'épisode complet avec Isabelle Gilbert dans lequel on parle des espaces-temps, des espaces de créativité et de tenir cet espace. En attendant, je vous souhaite une belle écoute de cet exemple de leader de cœur. Alors, Virgilio Martinez, c'est un grand chef étoilé péruvien. Je crois qu'ils viennent de passer premier mondial là avec sa brigade cette année. Et lui, à un moment donné, il a remis en question tout son travail. Donc, il avait ouvert un restaurant qui s'appelle Central à Lima, qui fonctionnait très très bien. Sauf que il était connu parce que il reproduisait une cuisine européenne, donc la cuisine à laquelle il avait été formé. Les jeunes se formaient en Europe et aux États-Unis, donc une cuisine occidentale, etc. Ils venaient, ils reproduisaient ça, donc d'une très belle façon. Il avait une qualité d'exécution manifestement reconnue. Mais lui, son intention, son ambition, c'était de faire connaître, de redevenir une référence de la cuisine péruvienne. Et donc, il a remis en question son business, qui marchait très bien. Il remet en risque aussi, du coup, les salaires, les métiers, etc. Donc, de toute sa brigade, d'accord, juste pas parce qu'il y a un truc qui lui convient pas. Parce qu'il se dit, il y a un manque d'identité. Et il utilise ce mot-là. Je vous invite à aller regarder vraiment tout le documentaire qui a été consacré sur son travail dans la série Chef's Table, qui est diffusée sur Netflix. Donc, il y a 52 minutes qui lui est dédié. Donc là, ce dont je vous parle, ça dure 10 minutes. Mais on a tout le processus. Je mettrai le lien dans les notes. Ouais. Il est édifiant. Et donc, lui, il décide, il dit, voilà, moi, ma nécessité intérieure, parce que là, on parle d'une nécessité intérieure, elle est pas extérieure. Il n'y a pas de crise. Au contraire, il est au top. Mais il a une crise intérieure, il a une crise d'identité. Il dit, mon expression n'est pas singulière, là. Je reproduis un truc. Moi, je veux rendre vivant, en fait, il voulait faire, je sais pas comment on pourrait dire, revivifier la cuisine, se faire connaître, etc., la cuisine péruvienne. Sauf que quoi, il se rend compte qu'en fait, il est parti très jeune, d'un pays qui était un pays en guerre, et qui était fermé, en fait, si vous voulez. Il y avait, lui, il connaissait Lima, et il n'avait pas accès aux autres régions de son pays. Donc, quand il est parti, il connaissait Lima, mais il n'était pas péruvien, au sens qu'il connaissait pas les autres régions de son pays. Donc, il se rend compte qu'avant de refaire une cuisine péruvienne, il va falloir qu'il aille recreuser son identité personnelle, son identité culturelle. Et donc, il prend un temps, il prend 1 an, il se donne l'espace pour repartir en inspiration, mais pas, entre guillemets, à l'extérieur et à l'intérieur en même temps. C'est-à-dire qu'il voyage au Pérou, mais qui est en fait son pays d'origine, pour redécouvrir des anciennes façons de cuisiner, des nouveaux ingrédients et notamment une nouvelle façon de voir le monde, parce qu'il arrive dans des villages de population inca, et il explique très bien que en fait ce sont des populations qui voyaient le monde non pas horizontalement mais verticalement. Et donc il se rend compte que il peut faire, l'insight à ce moment-là, c'est de refaire un menu à partir des altitudes, donc d'aller chercher des ingrédients au niveau des altitudes, etc. Il va chercher sa sœur, qui est scientifique et qui va faire un travail sur de reconnaissance en fait des ingrédients, des mythes de son territoire. Donc après, la qualité d'exécution, évidemment, il l'avait déjà. Il change quand même pas mal de façon de fonctionner. Je vais pas passer trop de temps sur la façon dont il remet en place son processus derrière, il est très très beau. Mais déjà, il remet tout en question et il retourne chercher de l'inspiration
dans sa singularité. Et en fait, cet exemple-là, pour moi, c'est la définition de ce que j'appelle l'originalité, c'est ça. Pour moi, c'est à la fois trouver du décalé et à la fois revenir à l'originel. Donc, pour ça, il faut du temps, quoi. Et il faut accepter de se remettre en question et de réouvrir un espace en soi. Donc, une faille, et là, on parle de faille pas temporelle, mais peut-être une faille identitaire. À ce moment-là, il reconnaît qu'il a une faille identitaire. Et ça veut dire une remise en question de soi-même. Ça veut dire réouvrir de l'espace à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est génial. En fait, c'est à un moment donné pour revenir vraiment aux origines de qui tu es et d'où tu viens et ce qui t'a créé, ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Est-ce que tu vas pouvoir affirmer cette singularité pour la transmettre d'une manière ou d'une autre dans ton ouvrage? Tu dois peler ton oignon, en fait, enlever couche par couche, finalement, des choses qui sont faciles. Exactement. Pour revenir au cœur, au centre. Et donc, pour revenir au cœur de ce dont tu étais en train de parler autour du cœur, c'est que au moment où il met en place ce nouveau menu, il perd plein de clients. Évidemment, parce qu'ils étaient habitués, en fait, à une certaine identité. Mais il prend le risque. Et il sait pas où il va. Et je peux donner ma main coupée que dans sa brigade, ça a dû aussi chauffer un peu. Et à ce moment-là, il dit, et il le dit très bien dans le documentaire, il dit, je devais suivre mon cœur. En fait, j'avais plus d'autres indicateurs que cette certitude du cœur. Mais tu vois, ça devient une boussole, quoi. Exactement. Ta boussole intérieure, ton cœur, c'est une boussole intérieure. Mais tu vois, on a plein de signaux. Toi, t'as parlé de sensoriel et tout ça. Toi, tu les as aussi, ces signaux. Enfin, je veux dire, moi, quand ça va pas, ça me serre la gorge, tu vois, ou je suis sensible aux odeurs, ou j'ai les mains moites, ou bien, enfin, tu vois, il y a plein de signaux, en fait, en nous qui sont là pour nous montrer que, en fait, on n'est pas au bon endroit, en fait. Tout d'un coup, c'est décalé, même si ça marche bien. Et en l'occurrence, là, on a un super exemple, quoi. Tu vois, ça marche bien, mais c'est pas juste pour lui, quoi. Et quand on est entrepreneur, on vit ça régulièrement. Après, c'est pas forcément. Tu peux être entrepreneur et leader, donc c'est pas forcément différent. Et un bon leader, je pense qu'il a quand même une forme d'entrepreneuriat à l'intérieur de lui, quoi. En tout cas, quelques qualités de l'entrepreneur. Oui, mais il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Pour moi, un leader, que ce soit un leader de la création ou pas, il y a de toute façon une responsabilité, une responsabilisation. C'est quand même des personnes qui sont actrices. Oui. De leur projet, de leur pensée, etc. Et ils vont chercher toujours cette entre guillemets proactivité, même si j'aime pas vraiment ce mot-là, c'est un peu plus subtil. Mais en tout cas, c'est leadership. Et c'est pour moi vraiment la définition du leadership, c'est ça. C'est comment je suis capable de reprendre ma responsabilité dans n'importe quelle situation. Oui. Moi, j'ai été interviewée il y a pas très longtemps. En fait, j'ai vraiment sur État de Flow. Je mettrai aussi le lien dans le commentaire si jamais, où je parle avec Elisabeth de dire, pour moi, être leader, c'est pas forcément être premier, quoi. Non. C'est pas ça, quoi. Parce que tu peux pas être premier sur tout, tu vois, ou tu peux pas être seulement premier dans ton domaine. Non, être leader, c'est déjà te réapproprier ta propre place, ton propre pouvoir, ta propre responsabilité, puis après, il peut se passer quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pour moi une vraie voie d'humilité. C'est peut-être un peu contre-intuitif ce que je vais dire, mais bon, souvent on dit voilà, mais les personnes qui sont, parce qu'il faut se mettre en avant, faut accepter à un moment donné de se mettre en avant, parce que le leader, c'est celui qui mène, qui conduit. Donc il conduit quoi? Il peut conduire une équipe, et il peut aussi être il peut mener ou ouvrir des espaces culturels. Vraiment, en l'occurrence, c'est un leader créatif, c'est aussi quelqu'un qui va dire moi dans cette œuvre-là, j'ouvre une autre façon de penser. Je montre une autre façon de voir le monde. Et elle peut être très provocatrice. Oui. Donc, il faut que j'accepte ça. En fait, je suis leader parce que j'accepte que le monde va peut-être critiquer et peut-être fortement ce que je suis en train de poser comme nouvelle vision du monde. Et ce qui est très particulier, c'est que en plus cette vision, j'ai forgée dans ma sensibilité. Donc je peux prendre les choses très à cœur, je peux être à fleur de peau,
toutes ces expressions-là, elles sont souvent, je les retrouve souvent en coaching, elles sont nécessaires. Donc, en fait, il y a un rapport entre je donne de la voix à ma sensibilité et en même temps je l'assume pour la donner. Donc il y a un niveau d'exposition qui est quand même très particulier dans ces métiers-là. Et c'est pour ça, je pense qu'on parle souvent d'ego. C'est parce qu'il y a un moment donné, il y a un besoin de se protéger. Ouais. Bah, tu vois, j'allais te dire comment tu protèges cet espace, parce que tu vois, cet espace finalement, en fait, là, qui a été créé, comment tu le gardes, comment tu le conserves, comment tu le protèges, parce que c'est un espace intérieur qui est finalement, on le fait une fois qu'on a touché à cette singularité, il y a une forme c'est très, on a à la fois l'impression d'avoir touché à une forme de toute puissance. Parce que c'est tellement fort à l'intérieur de nous qu'on dirait que c'est plus grand que nous. Et à la fois, en fait, c'est un espace sacré, comme tu disais tout à l'heure sur le temps, sur l'agenda et tout. Et puis j'ai envie de le protéger. En fait, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne me polluer cette singularité-là. Puis en même temps, j'ai envie que ce soit tout le temps là, au plus près de moi. Donc, comment tu fais en fait pour conserver ça, pour pouvoir ensuite l'amener dans ta matière au quotidien, quoi? Bah, en fait, t'as la réponse dans la question, c'est-à-dire que la matière va protéger ça. Pour moi, oui, les personnes très inspirées, elles vont vous dire, il y a un sentiment de toute puissance, mais on est encore dans le domaine le domaine de la créativité, c'est le domaine de l'esprit. Donc, il n'est pas soumis aux contraintes matérielles de temps, de limitation des ressources, etc. C'est un espace fulgurant. Donc c'est euphorisant quelque part. Donc on adore, enfin on adore cet espace-là. C'est très, c'est euphorisant. Par contre, ça c'est être créatif, ok. Mais je vais pas rester bloqué là-dedans. Ça, à un moment donné, cette inspiration, je suis allée la chercher où je l'ai reçue parce que mon job c'est de la mettre en œuvre. Et j'insiste sur œuvre. Donc maintenant, je vais faire descendre l'esprit dans la matière. Et c'est mon travail. Alors là, si on va un peu sur la dimension plus mystique, j'adore, moi, la citation de Mère Teresa. Elle disait, je suis le crayon dans la main de Dieu. Au moins, elle se prenait pas pour Dieu. On n'est pas dans... Non, elle parle du crayon. Mais moi, je suis le crayon. À moi de savoir si je suis un bic, si je suis un papier, etc. Mais par contre, mon job, c'est de tailler mon crayon pour pouvoir retransmettre le plus fidèlement ou de façon la plus qualitative ce que j'ai reçu comme inspiration. Et juste mon job, c'est ça. C'est d'être le meilleur crayon possible. Et j'adore ça. Le problème qui se pose quand on a une installation de l'ego comme ça, on a un ego mal placé, on commence à partir dans un délire, c'est qu'on se prend pour Dieu. On oublie qu'on était le crayon. Ça peut arriver, c'est encore une fois, c'est tellement euphorisant. Après, il y a une autre dimension, c'est quand j'ai touché à cet espace euphorisant, j'ai la nostalgie de cet endroit-là et je veux tout le temps y retourner. Ouais. Ah ouais, non mais c'est clair. Mais tu sais, mais moi j'ai des clients qui m'ont dit, alors dans d'autres contextes, mais qui m'ont dit, mais moi je veux rester là-bas, c'est mieux, quoi. Non, mais ça c'est la nostalgie du paradis. Mais en fait, on est des êtres incarnés, on est là pour faire l'expérience de la matière. Donc, Et ouais. Non mais. On se colle aux contraintes matérielles, on se colle au débat dans les équipes. Un tel n'est pas d'accord avec moi, c'est quand même mon collaborateur numéro 1. Et en fait, là, et moi c'est cet espace qui m'intéresse le plus, c'est comment je fais rencontrer l'esprit et la matière. Et comment ça négocie, et comment ça... Mais tellement. Voilà, les métiers de la création, c'est des métiers qui sont connus pour s'engueuler, il y a du débat, quoi. Et il faut qu'il y ait du débat, parce que sinon, il y a plus cette friction, en fait, qui va faire la création. Ouais, mais tu vois, moi, je vois la même chose. Pour moi, c'est très, très similaire, en fait. Les métiers créatifs avec lesquels tu travailles et, tu vois, des dirigeants d'entreprise de n'importe quelle PME qui, aujourd'hui, doivent prendre des décisions pour la suite. Enfin, et ils savent pas où ils vont parce qu'en fait, il y a tout. Enfin, on vit dans le même monde toutes les deux, puis je pense qu'on voit les mêmes choses. Il y a tout qui est en train de péter ou de montrer que ça va péter dans pas longtemps.
Donc, en fait, tu vas où quand tu as ton territoire sans carte, quoi, et tu sais juste que tu as ton intention puis que tu as une destination. Mais entre deux, tu connais pas. Donc, tu es obligé de pouvoir débattre pour pouvoir enrichir, en fait, ta création initiale, ou en tout cas celle qui est venue, pour qu'elle puisse prendre vie dans la matière, quoi. Et si tu es tous d'accord, tu vois, tu n'as pas tous les points de vue. Ah, je suis très reconnaissante du moment qu'on vient de partager ensemble. Si vous avez envie de vous développer pour demain et écouter ce podcast, abonnez-vous ici sur votre plateforme préférée ou à ma newsletter. Et si vous avez aimé cet épisode, j'apprécie si vous laissez des étoiles, des j'aime, un pouce, des commentaires selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et puis, parce que surtout, ça aide les autres à découvrir ce podcast, et plus on sera à œuvrer pour demain avec cœur, meilleur le monde sera le plus rapidement possible. Merci beaucoup, beaucoup pour vos retours. Je vous propose de partager encore ensemble une grande, lente et profonde inspiration pour clôturer notre espace de partage. Et puis d'expirer lentement, profondément. Merci d'avoir été là pendant ces minutes ensemble. Je vous souhaite